Messi, je suis très honorée d'être parmi vous pour parler de mon travail de traducteur, de traduction. J'ai intitulé mes propos comme traduire, trouver de l'inouï par des coïncidences. Une anecdote. D'abord, je vais commencer par vous raconter une anecdote sur Heidegger. Heidegger a tenté de traduire avec une autre personne, le Lao Tzu. Au bout d'un certain temps, il y a renoncé car il se demandait si leur traduction en allemand était encore du Lao Tzu. Il y a 2 ans déjà, Open Learning Publishing Company à Taipei voulait éditer à nouveau frais une édition révisée de ma traduction en mandarin de La propension des choses de François Julien. Pour cette nouvelle édition, je devais reprendre le texte qui était publié en 2008 chez les presses universitaires de Pékin, Peida Chubanshi. Au départ, je pensais qu'il s'agissait d'une opération de convertir les caractères chinois simplifiés en caractères traditionnels, tout en y apportant quelques retouches si nécessaire. Une fois plongée dans cette entreprise, j'étais très vite conduite à revoir cette traduction de 2008 en la confrontant au texte original. Qu'est-ce qui s'est passé? Les correcteurs de l'éditeur chinois ont cru bon de reformuler certaines de mes phrases, même un nombre de mes phrases, en des formules attendues par le lectorat chinois. Ce qu'ils ont proposé n'est pas vraiment faux, mais se décale souvent du texte originel. Si l'on retraduirait en français cette traduction de 2008, on verrait bien le décalage entre elle et l'original. Ici, on rejoint peut-être la remarque heideggerienne. On s'éloigne du texte premier. Il existe plusieurs visions concernant le but de la traduction. Moyens de communication, outils de formation, outils d'éducation, support de création, manipulation, entre autres. Je me positionne dans une optique de faire passer au lecteur les idées et, dans la mesure du possible, les spécificités des expressions de l'auteur, puisqu'il s'agit de traduire des essais philosophiques. Jamais n'est-il facile de servir de maître, l'auteur et le lecteur, et j'en suis consciente. Le thème de cette table ronde est traduction et décoïncidence. Je vais donc articuler mon intervention autour de ce concept de décoïncidence élaboré par François Julien. En quoi et comment se décoïncide-t-on dans un travail de traduction? La raison s'expliquerait dans chaque tentative de guider une adéquation déjà installée et reconnue. Se dessinent alors 2 types d'efforts, je parle de mon cas, pour se décoïncider. D'abord, prendre des distances vis-à-vis de l'environnement général. Et ensuite, s'interroger sur ses propres travaux. Passeur entre au moins 2 langues, 2 cultures. Le traducteur, au service de 2 maîtres, voyage constamment entre 2 rives. S'il veut accomplir sa mission, il devrait se soumettre aux règles personnelles de l'auteur et aux conventions sociales du futur lecteur. Dans le premier cas, il serait nécessaire de scruter les particularités d'expression de l'auteur par rapport au monde dans lequel celui-ci vit et écrit. Là pourraient se trouver des écarts créatifs que toute œuvre a su ouvrir à l'égard de l'environnement général.
Si le traducteur ratait ces particularités, c'est-à-dire les comprendre comme des expressions courantes ou un peu hors du commun, il ne saisirait jamais le processus des coïncidences. Je peux l'illustrer par deux exemples, le concept d'intime et celui d'écart chez François Julien, mais je ne développe pas ici. Dans le second cas, une langue d'arrivée implique nécessairement les habitudes linguistiques d'un lieu, d'un milieu ou d'une ère culturelle. Souvent, entend-on dire que l'anglais de l'Angleterre n'est pas celui de l'Amérique, même si l'on les appelle English. Une traduction en anglais publiée aux États-Unis serait plus facilement acceptée par les lecteurs habitués à la langue parlée aux États-Unis que par ceux fidèles à l'anglais britannique. Dans le cas du chinois, le mandarin pratiqué à Taïwan serait, dit-on, plus classique et plus littéraire que le putonghua circulant en Chine continentale. Le travail des coïncidences avec l'environnement général consisterait alors à ne pas ramener aux expressions courantes, ni à rabattre dans des thèmes attendus soit par le grand lectorat, soit par le milieu académique ou par les deux, ne pas rabattre des idées novatrices, donc souvent étranges, de l'auteur, ou les choses nouvelles à l'esprit du futur lectorat. Exemple, l'universel, le commun, l'entre ou le dialogue. Je ne peux pas développer ici non plus. Alors, s'interroger sur ses propres travaux. On s'entend habituellement avec soi-même. Il est normal qu'on emploie ce qu'il a acquis ce qu'il a acquis comme outil pour réaliser ses nouveaux projets. Si l'on ne m'avait pas proposé de rééditer mes propres traductions, par exemple l'éloge de la Vateur, la propension des choses, l'ombre au tableau, etc., et si je n'avais fait que reconvertir les cartes simplifiées en traditionnelles ou inversement, je n'aurais jamais eu d'occasion de me décoïncider avec moi-même concernant certaines propositions que j'avais faites dans le passé. J'avoue qu'au début de cette expérience, il m'était douloureux et sans doute honteux d'avoir découvert que j'avais choisi des thèmes qui s'avèrent discutables. Une distance suffisante dans le temps était sans doute nécessaire pour que j'arrive, sans vraiment me forcer, à percevoir des écarts entre certaines expressions en mandarin et leurs sources en français. Écarts qui pourraient entraîner des malentendus plutôt que de contribuer à la compréhension de la pensée de l'auteur. Ainsi ai-je revu des thèmes proposés auparavant et reformulé aussi des phrases qui semblaient trop près des syntaxes françaises pour ne pas être saisies sans difficulté par le lectorat sinophone. Autrement dit, je me vois obligée de sortir de mon raisonnement habituel, une zone de confort, pour m'interroger à nouveau frais sur chaque phrase proposée. C'est vraiment sur chaque phrase proposée. Il s'agit là d'un travail méticuleux de douter sa capacité communicative. Est-ce que le futur lecteur comprendra cette phrase, ce paragraphe, cette section, l'ensemble du texte? De temps en temps, pour qu'une idée de l'auteur pénètre mieux la tête du futur lecteur, il m'a fallu aménager certains thèmes après être remonté en amont de ce qu'il a écrit, c'est-à-dire après avoir retrouvé, me semble-t-il, un non-pensé ou un non-dit de l'auteur. Ce procédé d'aménagement parfois consistait à, pour faciliter la lecture, ajouter un ou quelques mots en vue de faire le lien entre ce qui précède et ce qui suit.
On voit ici que le traducteur rend particulièrement service au lecteur. Le travail de la décoïncidence est un procédé primordial d'entendre de l'inouï, mis en valeur par François Julien, est doublement inouï, aussi bien sur le plan d'idées que sur l'aspect linguistique. En retravaillant l'une de mes traductions déjà publiées, je ne me donnais pas comme but d'en faire une nouvelle traduction, mais de faire l'expérience de rencontrer de l'inouï pour ensuite de le mettre en lumière en me forçant de me décoïncider avec moi-même ainsi que avec l'environnement linguistique du monde sinophone. Se dressent alors deux questions. D'abord, quelles seraient des nouvelles choses en tant qu'idées aux yeux du lecteur? Ensuite, quelles expressions en mandarin pourraient-elles décrire ces nouvelles choses inouïes? En témoigne, je donne ici deux exemples, en témoigne l'existence mise en avant maintes fois par François Julien. Le thème courant en chinois pour existence, 存在, inventé au XXe siècle, se lit littéralement 存在, 存, subsister, 在, se trouver. Donc, il est clair que ce mot ne retient que la seconde racine du thème existence, laissant tomber l'ex. Or, cet texte, dans l'opération théorique de François Julien, est essentiel, puisqu'il souligne le sens originel de l'existence, se tenir hors de, avant d'en faire un concept. Pour François Julien, désignant un état plus ou moins durable, le mot 存在 dit en réalité le contraire de l'existence. C'est pourquoi, pour introduire cette idée d'exister, inouïe pour le lectorat chinophone, j'ai créé des expressions possibles. 唱活 qui signifie déployer la vie, ou 唱活存在, exister en déployant la vie, qui en soi sont des mots nouveaux dans le vocabulaire chinois. Un autre exemple est aussi très intéressant que celui de l'existence. Il s'agit de décoïncidence. Contrairement au cas précédent, il n'y avait pas de traduction en mandarin de ce concept avant son invention par François Julien. Quand François Julien a présenté son concept de décoïncidence lors de sa mission du commissaire invité de la Biennale de l'art contemporain du Grand Taipei de novembre 2016 à janvier 2017, ce mot a bien séduit les artistes, l'organisateur et le public, du simple fait qu'il était de l'inouï. Le thème mandarin Qu Xiang He que j'ai proposé pour traduire des coïncidences a lui-même frappé l'esprit des Taïwanais. Tu, quitter ou éliminer. Xiang He, s'entendre avec ou l'harmonie. Ce dernier, l'harmonie, ce dernier mot était présente. Ce dernier état, l'harmonie, présente une valeur fondamentale pour la société taïwanaise. Et nous avons osé lui proposer la décoïncidence à l'usage de l'existence et de l'art. Ce concept inouï et sa traduction en mandarin, elle aussi inouïe, les ont heureusement vite conquis, car les Taïwanais y ont aperçu quelque chose d'utile pour penser leur existence et leur travail. Traduire, c'est ma dernière partie. Traduire offrirait, j'ai encore quelques minutes. Oui, ok. Traduire offrirait aussi une seconde vie à l'œuvre originale. Une vision banale de la traduction consiste à dire que traduire, c'est pour que les gens qui ne connaissent pas une langue étrangère puissent avoir accès à cette langue.
c'est pauvre comme vision. D'après Benjamin, la traduction n'est pas seulement une opération de la communication. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, par exemple, l'allemand qu'il y a une nécessité de traduire Goethe en français. En fait, traduire, c'est donner une seconde vie au texte. Pourquoi seconde vie? Parce que justement, il y a décalage, il y a un écart au travail. Donc, il y a une nouvelle initiative qui apparaît. Traduire, c'est donner un nouveau départ au texte. Dans mon travail de traducteur, je suis conduite à prendre conscience du fait que traduire introduit une nouvelle initiative, une nouvelle marge de manœuvre vis-à-vis du texte originel et de ce que ce texte dans sa langue s'ignore lui-même. Bien sûr, l'auteur choisit ses mots et ses tournures, mais il ne sait vraisemblablement pas à partir de quoi il les a choisis. Parce qu'il y a une sorte de donnée première qui est sa langue et qu'il subit et pour laquelle il est relativement passif, même s'il peut choisir des formules. Certes, il a une initiative puisqu'il écrit, mais cette initiative n'est pas vraiment réfléchie. Et c'est par la traduction qu'apparaît la possibilité des réflexions plus en amont de ce qu'il a été écrit. C'est essentiel pour dire que la traduction n'est pas une opération seconde, ancillaire, de servante supplémentaire. Traduire porte à réfléchir le texte plus en amont de lui-même, plus en amont que lui-même ne se connaît. Donc, implique de sonder et d'interroger ce qui ne s'interroge pas de lui-même quant à lui-même. Un auteur choisit ce qu'il pense puisqu'il écrit, mais ne sait pas à partir de quoi ni à partir de quel parti pris il écrit. Autrement dit, il ne se réfléchit qu'ère dans son impensé, puisque l'impensé est ce à partir de quoi je pense et par là même je ne pense pas. Bon, je saute un peu. Non. L'auteur ne saurait le faire si intelligent fut-il, il ne sait pas quand il écrit ou quand il dit. Quels seraient les impensés et les implicites qui sont mis en œuvre par ce qu'il écrit et par ce qu'il dit? Alors, dans l'opération de la traduction, il y a ce dévisagement par vis-à-vis et où se sonde au plus profond de ces partis pris qui sont des choix non réfléchis. Par exemple, c'est au regard du chinois, une langue qui ne conjugue pas, que l'on commence à sonder ce parti pris de la conjugaison et ce qu'on ne peut absolument pas sonder du dedans du français. Loin d'être seconde, même si elle viendra après le texte original, la traduction est une opération dans laquelle le texte peut se réfléchir, c'est-à-dire peut remonter plus en deçà et s'interroger plus radicalement, ce que l'on ne saurait faire dans son propre idiome. Je vous remercie.